Nous sommes heureux de vous savoir très très nombreux à l'affût de cette émission et pourquoi pas au diapason de la télévision nationale. Bienvenue dans votre émission Zénith sur Coloma et nous commençons par vous dire bonjour, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci donc de nous préférer pour cet instant précis. Une fois encore, la première édition du projet humanitaire Noël des orphelinats, c'est ce lundi 23 décembre 2024 au stade Petit Sori de Nogo à partir de 9 heures. C'est une initiative donc de la coalition des orphelinats en collaboration avec le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, mais aussi de Med Record et pourquoi pas Médard Production. Et près de 1500 enfants sont ciblés par ce projet humanitaire. Pour en parler, comme vous le savez, nous avons sur ce plateau Mme Kamara Oumou-Awa, directrice nationale adjointe de l'enfance, M. Tunkara Joseph, coordinateur de la coalition des orphelinats, et Mme Laurence Roué, vice-coordinatrice, j'allais dire, et fondatrice des orphelinats à Kuna Matata, et M. Mbaye Moussa de M Record, que vous connaissez déjà, il n'est plus à présenter. Et puis, nous allons donc vous parler d'un roman et d'un prix. Il s'agit bien sûr de ce roman intitulé « Heureux est celui qui croit en son pays ». C'est bien sûr de ce jeune qu'on appelle Kamara Abou Dani. Il a donc raflé le prix de la 3e édition, le prix du livre guinéen. On va donc en parler. Pour terminer dans cette émission et dans la deuxième partie, une fois encore, Ensemble pour l'avenir, pourquoi pas, Ensemble pour l'avenir, une plateforme des anciens étudiants de la 46e promotion de l'Université Générale Lansana Kanté de Somfonia et d'ailleurs qui organise un gala de football, un gala en tout cas qui doit donc essayer de raffermir les liens qui ont toujours existé depuis la vie estudiantine et pourquoi pas dans la vie active également, c'est ce qui continue. C'est une preuve de solidarité entre bien sûr cette société composée que des étudiants dans un premier temps et qui se sont retrouvés aujourd'hui dans la plus grande société confondue à nous tous. Mesdames et messieurs, une fois encore, le temps pour nous de dire bonjour à nos invités sur ce plateau de l'émission Zénith sur Coloma. Et comme j'ai commencé par Madame la directrice nationale adjointe de l'enfance, Madame bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, sauf que ce n'est pas la première fois pour vous d'être sur ce plateau. Bonjour Ismaël et merci de nous avoir invités à cette émission. C'est un plaisir pour vous aussi. Plaisir de partager. Madame Laurence. Oui, bonjour. Oui, mais Ismaël, c'est ça, Ismaël. Oui, on va faire ça, Ismaël. Vous tenez à ce projet. Vous croyez à ce projet. Oui. Bonjour. Bonjour. Effectivement, je tiens vraiment à ce projet. Oui. Et il va réussir. D'accord. Monsieur Tunkara, de l'autre côté. Oui, le bonjour. Grand coordinateur. Bonjour et merci pour l'invitation. Je sais que le travail va être facile parce que vous avez quand même une dame à côté qui, franchement, ne lâche rien. Oui. Tout à fait. Voilà. Oui, de l'autre côté, le grand patron Mbaye Moussa, qui n'est plus à présenter à nos téléspectateurs, je dirais que Mbaye Moussa, au-delà bien sûr de tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur le plan humanitaire, sur le plan culturel et dans une dimension musicale, ce sont franchement des jeunes qui ont été quand même une référence pour beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui et surtout leur talent, leur savoir-faire ont contribué à aider beaucoup d'autres jeunes qui aujourd'hui sont sur le toit de la Guinée, qui sont en train également de faire des choses vraiment merveilleuses. Bonjour. Merci Ismaël, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTG et c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors cette partie est purement humanitaire, on va en parler, c'est la première édition du Noël des orphelinats. Là, c'est la première édition. Mais c'est à la base, l'initiative est partie donc de cette coalition. Les téléspectateurs ont besoin de savoir, parce que moi je me dis certainement, si la coalition existe, moi en tout cas à ma connaissance, je ne savais pas depuis quand elle existe et quelles ont été les premières activités, avant de parler, n'est-ce pas, de cette première édition consacrée au Noël des orphelinats. Qu'est-ce que c'est cette coalition et comment a-t-elle vu le jour? Ok, merci à l'invitation, merci à ces collègues qui sont là et merci à tout un chacun. Et juste, c'est pour vous dire que c'est le moment pour moi de remercier certaines personnes qui ont donné l'idée de mettre cette coalition en place. Je vais parler du directeur national de l'enfance, M. Akoui, qui a donné l'initiative. Il nous a dit une fois, est-ce que lorsque vous êtes dispersés, chacun a un orphelinat en privé, est-ce que vous n'allez pas mettre une coalition en place parce que
déjà vous pouvez connaître toutes les situations des enfants dans les différents orphelinats. Et l'idée première est partie du directeur national. Aujourd'hui, directeur national, seulement il n'était pas directeur national. Et l'idée est partie de lui. Là, on s'est dit, c'est une réalité, c'est une vérité. Donc, on a commencé à contacter les différents orphelinats, chercher d'abord à avoir la liste auprès de la direction nationale de l'enfance, avoir ces contacts, les appeler pour nous unir et faire le travail ensemble. Donc, la coalition nationale des orphelinats de Guinée, entendue parler par Kogipa, a vu le jour en 2017. En 2017, et ces jours, c'était juste à Amdalaï, au sein de l'orphelinat Kiridia, d'Imakane plutôt. Et c'est là-bas on s'est appelé, on s'est réunis, on s'est dit que est-ce que tout un chacun, le combat, le travail que nous faisons, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail pour les enfants. Est-ce qu'il ne faut pas se réunir? Il faut se réunir pour faire le travail ensemble. Et là, ça va donner plus de poids et on va connaître toutes les situations des enfants vivant dans les différents orphelinats. Et c'est en 2017, la coalition nationale des orphelinats de Guinée a vu jour. Après avoir mis en place cette coalition nationale, il fallait penser d'abord à mettre le bureau en place. Le bureau a été créé et il y avait M. Tenkiano qui était d'abord le coordinateur national, M. Tenkiano. Donc après la mise en place du bureau, il fallait passer dans les différents orphelinats, voir les réalités des orphelinats. Est-ce que d'abord les orphelinats sont en norme? Est-ce qu'ils ont les documents qui les permettent qui sont des orphelinats? Est-ce qu'ils sont reconnus par l'État? Donc après toutes ces enquêtes, on a vu que oui, certains orphelinats, la majeure partie ont déjà des agréments. Donc il fallait s'unir maintenant pour voir la cause des enfants de Guinée, les enfants orphelins de Guinée. Et c'est à l'issue de cette rencontre, à l'issue de ces enquêtes sur le terrain, la coalition a vu le jour. Tout n'était pas rose. Certainement, cette enquête vous a permis également de découvrir pas mal de choses. Et vu que vous êtes de la corporation, vu que vous cherchez à mieux organiser le secteur, alors quelles ont été les dispositions prises? Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Et d'abord, vous avez pu rencontrer comme étant vraiment les choses désagréables, mais et quelles ont été les propositions de solutions vraiment à ces difficultés que vous avez rencontrées? Et voilà, comme vous le dites, tout n'était pas rose. Jusque maintenant, tout n'est pas rose. Et il fallait savoir, est-ce que pour l'ouverture d'un orphelinat, quels sont les documents qu'il faut? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place? Quel est l'état des enfants qui sont au sein des différents orphelinats? Est-ce que ces enfants sont carrément vulnérables? Est-ce que ces enfants sont orphelins? Il faut connaître la situation ou la provenance de tous les enfants qui vivent dans les différents orphelinats. Après avoir fait des enquêtes sur cette situation, qui s'occupe de ces enfants? Qui s'occupe de ces enfants? Ce n'est pas n'importe qui va s'occuper de ces enfants. Il faut avoir un cœur très très large, il faut avoir la bonne foi, il faut avoir le courage, il faut avoir l'écoute, le sens de l'écoute de ces différents enfants. Puisque ce sont des enfants qui viennent de différentes parties de la Guinée, de différentes parties du monde. Donc, avec le nombre d'enfants que vous avez au sein d'un orphelinat. Prenons un exemple. Lorsque vous avez 10 enfants dans votre propre famille, c'est difficile à gérer. Est-ce qu'il faut trouver 20 ou 30 enfants? Donc, l'enquête de moralité a commencé d'abord par les créateurs des différents orphelinats. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent s'occuper de ces enfants? Quels sont les besoins? Quels sont les besoins? Est-ce que le cadre est idéal? Est-ce que le cadre est idéal? Est-ce que les enfants sont bien tenus? Est-ce que l'orphelinat répond aux normes d'ouverture des centres pour gérer les enfants? Donc, avec toutes ces enquêtes et les manquements qui étaient là, nous avons dit aux différents responsables, voilà ce qui manque. Les enfants ont besoin de ça, le centre a besoin de ça, le centre a besoin de ça, les responsables ont besoin de ça. Et il faut aussi une formation des éducateurs ou des responsables des différents centres. Donc il y a tout ceci s'est passé grâce à la collaboration avec la Direction nationale de l'enfance qui continue jusque-là en train à créer des structures de formation pour les responsables des différents orphelinats. Alors aujourd'hui, la coalition compte combien d'orphelinats? Aujourd'hui, la coalition compte 29 orphelinats à nos jours. C'est sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire. Et c'est l'occasion pour moi d'en profiter à appeler tous ceux qui ont les orphelinats, qui soient de Cancan, de Zéro Corée, de Mamou, de l'Abbé, de participer, d'intégrer la coalition nationale des orphelinats de Guinée. Il y a trop d'orphelinats, mais pour le moment, ceux qui sont avec la coalition, nous sommes au nombre de 29. Quels sont les processus ou les étapes à suivre pour pouvoir adhérer à cette coalition? Tout d'abord, vous adressez un courrier à la coordination nationale des orphelinats de Guinée. Et après avoir adressé le courrier, vous nous amenez la documentation de l'orphelinat. Est-ce que vous êtes dans les normes? Après avoir déposé ces documents, nous cherchons à prendre contact avec la Direction nationale de l'enfance pour voir est-ce que l'orphelinat existe dans les bases de données. Si l'orphelinat n'existe pas dans les bases de données, on sait que l'orphelinat a l'agrément. Nous informons la Direction nationale qu'il y a un orphelinat de tel côté. Donc après, c'est la documentation. Lorsque vous adressez le courrier, la phase administrative et juridique. Donc il y a une cotisation d'adhésion à payer qui s'élève à 300 000 francs par orphelinat.
Mais est-ce qu'il y a cette cotisation, quelle est la périodicité? Est-ce que c'est annuel ou est-ce que c'est mensuel? Oui, je crois que c'est annuel. D'accord. Mais est-ce que vous prenez le temps aussi d'envoyer quand même des émissaires sur le terrain pour voir effectivement l'effectivité, mais également l'ensemble des critères, en tout cas par rapport à tout ce qui peut être considéré comme étant norme pour pouvoir ériger, en tout cas, un orphelinat? Oui, au sein de la coalition, au sein du bureau de la coalition, il y a une équipe qui est là. Et lorsque l'orphelinat pas créé aujourd'hui ou créé aujourd'hui, nous amenons des éléments sur le terrain pour voir comment évolue l'orphelinat, pour voir quel est l'emplacement, est-ce que l'emplacement est favorable à ces enfants. Ils vont faire une étude et voir tout ce qui se passe, tout ce qu'il faut. Et ce n'est pas seulement les responsables que nous écoutons aussi les enfants qui sont là. Nous écoutons les enfants, quels sont les problèmes, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les réalités du terrain. Et à travers ces réalités, à travers le rapport d'enquête de la mission qui est partie sur le terrain, nous appelons les responsables des orphelinats pour dire voilà, il y a tel manquement, il y a telle situation, il faut régler ça, il faut régler ça. Lorsque l'orphelinat en question n'est pas capable de régler toutes ces situations, la situation revient sur le dos de la coalition nationale des orphelinats de Guinée. Tous ensemble, on se donne les mains, on essaie de trouver la solution aux problèmes des différents orphelinats. Alors, comment fonctionne alors l'organigramme? Parce que c'est juste une petite présentation succincte, n'est-ce pas, de l'organigramme. Comment est-elle schématisée, le bureau de la coalition? Voilà, le bureau de la coalition, je vais d'abord, moi c'est M. Joseph Touka, j'ai le coordinateur national. C'est-à-dire il y a un coordinateur, voilà, le coordinateur général. Il y a la vice-coordinatrice, oui. Il y a le secrétaire administratif, il y a le trésorier, il y a le chargé de suivi et évaluation, il y a les conseillers, et ainsi de suite. C'est comme ça nous sommes organisés. La coordination a un caractère tournant ou c'est éligible? Comment ça se fait? Oui, elle est éligible parce que tout dernièrement, on était à un moment donné où la coalition était un peu en attente parce qu'il y avait certains responsables, il y avait un responsable qui était le coordinateur. Après son décès, ça a freiné, ça a ralenti un peu les activités de la coalition. Donc on s'est dit, pendant le mois d'août, on s'est dit il faut retravailler sur la coalition pour pouvoir booster nos activités. D'accord. Ouais. Alors, on ne va pas se limiter à ces explications, Madame Laurence. Vous êtes la vice-coordinatrice, effectivement, de la coalition des orphelinats. Et comme vous le savez déjà, même si l'idée est partie quand même d'une autorité vous suggérant, n'est-ce pas, de mettre en place cette coalition, mais on ne met pas un bureau comme ça pour mettre. Il y a quand même des objectifs que vous vous assignez, qui ne se limitent pas seulement à faire moraliser, n'est-ce pas, le secteur, à assainir le secteur ou à recenser. Alors, quels sont les objectifs, les principaux objectifs, n'est-ce pas, de la coalition? Les principaux objectifs de la coalition sont déjà le bien-être des enfants. De pouvoir mettre des enfants dans des cadres idéaux, en tout cas. Donc, moi, c'est vrai que ça fait 3 ans, je suis rentrée membre de cette coalition. Durant plus d'une année, comme a dit mon collègue, il y a eu le décès de notre coordinateur principal qui a mis un peu un frein dans les activités. Et donc, on a suggéré de reprendre, en fait, toutes ces activités pour les relancer, pour pouvoir aussi mettre en lumière aussi cette coalition qui existe. Parce que c'est vrai que nous sommes plusieurs orphelinats qui avons ouvert tous sur fonds propres. Nous n'avons donc aucune subvention actuellement. Et on s'est dit il faudrait aussi que cette coalition se fasse connaître, quoi, en fait. Parce que moi, en fait, au départ, je ne connaissais même pas cette coalition. Hein. Je l'ai connue au fur et à mesure parce que ça fait quand même 11 ans que je suis en Guinée. Et je ne connaissais pas cette coalition. Je l'ai connue il y a 3-4 ans à peu près. Et c'est vrai que, voilà, il faut qu'on se donne la main. Et je pense qu'on est plus fort quand on est plusieurs plutôt que de marcher seul, comme on dit. Donc... voilà, c'est un peu donc ça. Donc principalement, c'est le bien-être des enfants, mais également l'organisation du secteur. Parce qu'un seul orphelinat, et quand un seul orphelinat ne répond pas aux critères ou se prête en tout cas à des choses, ça peut quand même vraiment toucher toute la corporation. Toutes ces bonnes personnes qui ont le grand cœur et qui ont accepté de s'investir pour la cause des enfants. Par, en tout cas, altruisme, par pitié vis-à-vis des enfants, n'est-ce pas? Et je pense que ça ne va pas vous honorer. Alors, si vous avez accepté de mettre en place, effectivement, c'est par rapport à ces enfants et la cause des enfants. Alors, est-ce que depuis que la coalition a été relancée, il y a eu d'autres activités bien avant ce projet qui est prévu dont l'exécution est prévue pour le 23?
Bon, on n'a pas encore vraiment lancé, c'est la première. C'est la première activité. Voilà, c'est vraiment la première activité grande activité depuis le retour, depuis la relance de la coalition. Qui va être mise en lumière. Quoi. Alors, pourquoi alors ce projet qui est à sa première édition? Alors pourquoi ce projet? Parce que d'abord, c'est suite à différentes discussions que nous avons eues entre nous par rapport à Noël. Nous avons remarqué, bon, nous on a l'habitude d'emmener les enfants en sortie, etc. Et chaque année, là, ces derniers temps, on est un peu submergé par les fêtes de fin d'année. On a une semaine très concentrée. Donc chaque jour, on nous convoque à droite, à gauche, il faut emmener les enfants, il faut se lever tôt, etc. Et en plus, nous avons constaté quelques négligences, on va dire, par rapport à l'organisation, aux différentes organisations. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on organise nous-mêmes. Pourquoi? Parce que déjà, on connaît nos enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils nous réclament, etc. Donc on s'est dit, on va se réunir ensemble pour organiser une fête de Noël et appeler tous les autres partenaires, les ONG, les entreprises, etc., qui ont voudront l'habitude de vous inviter. Voilà, qui ont l'habitude de nous inviter et qui voudront s'associer à nous pour organiser vraiment une fête gigantesque. Et là, en plus, ça aura plus un impact dans la mémoire des enfants parce que ça sera une fête qui va rester longtemps dans leur tête. Moi, je sais qu'il y a quelques années... En attendant la deuxième édition, en fait. Voilà, en attendant la deuxième édition. Donc ça, c'est la première édition, mais on compte le continuer chaque année. Donc c'est un peu ça qui nous a motivés, en fait. On est parti là-dessus, parce qu'on cherchait une manière déjà de se montrer, de montrer au public, oui, la coalition, elle existe, elle est là, elle est en place. Maintenant, il faut que les gens nous voient, quoi. Donc c'est un peu un tremplin aussi pour nous, on va dire. Alors, le 23, beaucoup d'enfants seront réunis au stade Petit Sori de Nongo à partir de 9h et c'est pour offrir en tout cas un moment de partage, de communion, mais également de joie, procurer en tout cas de la joie sur les enfants. Alors, comment ça va s'opérer sur le terrain? Quelles sont les activités prévues ce jour? Est-ce que ce sont les remises simples, des cadeaux, des paquets de cadeaux? Parce que quand on parle de Noël, Papa Noël quand même, quand un enfant voit Papa Noël de passage quand même, ça c'est le sourire derrière. Oui, comment ça va se passer le 29 et le 23 plutôt? Eh bien, bon, les enfants vont arriver. D'abord, à l'arrivée, on a une entreprise qui va nous poser des jeux gonflables. Donc les enfants... Un toboggan. Voilà, des toboggans, des choses comme ça. Donc les enfants vont pouvoir aller s'amuser au moins le temps que tout le monde arrive, parce qu'il faut aussi occuper les enfants pendant ce temps. Et on aura aussi un petit déjeuner qu'on va leur remettre. Parce que c'est pareil, en général, on va se lever vers les 6-7 heures du matin. Et quand ils partent, ils n'ont pas le temps de déjeuner. Donc ils arriveront l'estomac vide, ils vont tout de suite réclamer à manger. Parce que c'est ça, l'estomac c'est très important. Donc on va penser à le remplir d'abord. Le temps qu'ils arrivent, on va se laisser une marge jusqu'à 11 heures à peu près. Le temps que les invités aussi arrivent. Ça permet que tout le monde s'installe correctement. Et là, à 11 heures, on va démarrer les activités. Alors, il y aura les différents discours, pour commencer. Le discours aussi de Madame la Ministre, puisqu'elle sera présente. C'est elle qui va lancer aussi les activités des festivités de Noël, ce jour-là. Et puis après, on va faire, les enfants aussi vont vouloir prester parce qu'ils adorent aussi se montrer, danser, jouer, chanter. Donc on va les faire passer un petit peu. Et entre-temps aussi, on a une équipe d'artistes qui seront présents ce jour-là. Donc là, on va continuer avec les artistes. Ensuite, il y aura le repas. On va prévoir un repas. Et puis après, là, on passera à la remise des cadeaux de Noël avec un Père Noël. Il y aura peut-être aussi des marionnettes qui seront là pour animer aussi, faire des animations. Voilà, après, la journée va passer relativement vite avec toutes les animations. Alors, tout ce que vous venez de dire implique non seulement de la logistique, mais ça implique notamment des moyens financiers. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Et quand on sait que les orphelinats n'ont pas de revenus, n'ont pas d'activité génératrice de revenus, et les orphelinats presque vivent des dons, des legs, également des cadeaux que les personnes de bonne volonté vous donnent. Comment vous faites pour mobiliser, n'est-ce pas, le capital pour vous permettre d'organiser un tel événement?
C'est vrai que nous sommes obligés de solliciter les partenaires ou les sponsors. Surtout quand on sait que le projet vise plus de 1500 Oui. enfants. Oui. C'est pas peu, ça. D'ailleurs, ça a été quand même une grosse difficulté cette année. C'est un constat que je fais parce que ce n'est pas la première organisation que je fais. Et cette année, ça a été vraiment une difficulté, surtout qu'on a commencé déjà depuis le mois d'octobre à faire les démarches. On ne s'est pas pris à la dernière minute. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas répondu. En tout cas, on n'a même pas une réponse négative, en tout cas. On a juste que des réponses, aucune réponse. Donc, on s'est aussi adressé au ministère de la Direction nationale de l'enfance, finalement, qui ont accepté déjà de nous accompagner sur ce projet et qui se sont mis même en avant par rapport, parce que Madame la ministre va être officiellement là ce jour-là. Donc, voilà, pour le moment, en fait, on n'a pas vraiment de budget, mais on croit quand même. Singulièrement, parce que si le motif, n'est-ce pas, de votre coalition, c'est pour que vous ayez de la force, parce que chaque orphelinat, quand même, pourrait, par endroit, avoir des parrains ou des marraines ou des personnes de bonne volonté qui n'accompagnent que vraiment cet orphelinat. Ils n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas les mêmes façons de vivre. Alors, est-ce que vous avez quand même des partenaires aussi qui vont se mettre en groupe derrière pour vraiment appuyer ce projet? Est-ce que vous avez des partenaires sur ce projet? En toute honnêteté, pour le moment, hormis le ministère qui nous suit, et puis oui, le KPC quand même, qui nous a déjà octroyé quand même le stade gratuitement. D'accord. Voilà, et puis pour la dame aussi qui va installer les jeux, mais ça manque encore, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Ouais. On va lancer les appels. Monsieur Joseph, Monsieur Tunkara plutôt. Merci. C'est comme l'a dit la vice-coordinatrice. Est-ce que vous avez écrit à la présidence? Vous avez écrit, par exemple, au Branding Guinée, vous avez écrit à la LONADI. Quelles ont été les réactions? Parce qu'il y a quand même... Oui, bien sûr, nous avons fait des courriers, comme l'a dit la vice-coordinatrice. On a déjà adressé un courrier à la primature au Premier ministre. On a déjà adressé un courrier à la présidence de la République qui a passé par le secrétaire général de la présidence. On a adressé des courriers à des entreprises, des institutions, et même tout dernièrement, nous avons essayé d'adresser un courrier au ministère des Transports pour nous aider à vraiment faciliter le transport des enfants sur le site. Donc on a déjà écrit, on a envoyé à plusieurs personnes. Je crois qu'avec l'émission, peut-être ça va apporter aussi quelque chose, et c'est aussi cette situation qui se pose, puisque l'organisation de ces enfants, comme l'a dit la vice-coordinatrice, c'est quelque chose qui nous tient au cœur. Nous, les responsables des orphelinats, ça nous tient au cœur. Parce que les enfants sont toujours invités. Et nous, cette fois-ci, nous invitons, nous connaissons la situation des enfants, ainsi de suite. Et c'est pour dire que nous appelons à toutes les personnes de bonne volonté, aux ONG, aux institutions, aux personnes privées, à l'État, au Premier ministre, au chef de l'État, qui est d'abord le père de la nation, le père de tous ces enfants, à vraiment penser à la coordination, à vraiment penser aux enfants, pas à la coordination, penser à ces enfants, vraiment soutenir l'activité, puisque les enfants, ils attendent beaucoup de cette activité. Très bien. Troisième édition, en tout cas première édition du Noël des orphelinats. Madame la directrice nationale adjointe de l'enfance, tout d'abord, quelle est votre lecture d'un tel projet humanitaire? Quelle est votre lecture avant de parler de votre niveau d'implication? Merci beaucoup. Et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler que la Direction nationale de l'enfance est l'instrument que l'État a mis en place pour élaborer des programmes dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision en matière de protection, de promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Donc, dans le cadre de ces programmes, les politiques de remplacement occupent une place importante. Et quand on parle de politique de remplacement, on voit tout ce qui est orphelinat, tout ce qui est famille d'accueil, tout ce qui est centre d'accueil. Donc, nous voir les organisations, les orphelinats organisés en coalition, ça nous réconforte dans notre position de coordination. Donc, c'est salutaire, le projet est salutaire. Et la Direction nationale de l'enfance, ils l'ont tantôt dit, est l'initiateur d'abord, et l'initiatrice de la mise en place de cette coordination, et nous comptons la soutenir pour le bien-être des enfants de Guinée. D'accord. Alors, le degré d'implication par rapport vraiment à cette journée dédiée aux enfants, plus de 1500 enfants sont ciblés vraiment ce jour-là par le projet
Noël des orphelinats. Justement, je l'ai dit tantôt, nous sommes avec eux depuis le départ parce que bien avant l'organisation, techniquement, physiquement et financièrement, c'est le faut. Est-ce qu'on peut applaudir Madame la directrice ici? Parce que c'est ce que nous souhaiтерons entendre. Merci à la Direction nationale de l'enfance. Merci beaucoup. Donc, à travers le département. À travers le ministère. Oui. Donc, il y a eu déjà des réunions de concertation et nous sommes tombés d'accord sur certains points. Et nous sommes ensemble dans la mise en œuvre de ce projet. Voilà. Nous savons quand même que le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a un champ très élargi parce que c'est la politique globale, n'est-ce pas, du pays, n'est-ce pas, qui est gérée dans ce secteur, dans ce domaine-là. Mais est-ce que pour vous aider un peu, parce que vous ne pouvez pas avoir, il y a plusieurs départements au sein du gouvernement, ce n'est pas les seules priorités, il y a d'autres priorités. Mais souvent, nous avons d'autres partenaires en face qui écoutent les institutions. Est-ce qu'il y a un appui institutionnel? Parce qu'on vient d'entendre qu'on a déposé des courriers par-ci, par-là. Ça, c'est l'initiative, n'est-ce pas, de la coalition. Mais est-ce que le ministère s'implique à travers, ça ne serait-ce que des courriers de recommandation, n'est-ce pas, des documents auprès des partenaires qui sont installés au pays? Je pense que la coalition a déjà pris l'initiative d'écrire à certaines institutions et partenaires. Oui. Et comme nous sommes avec eux, nous nous inscrivons dans une même logique. Je ne vois pas la raison de revenir encore à travers des écrits. En tout cas, l'autorité du ministère en charge des questions de l'enfance, en la personne de Mme Charlotte Daffé, trouvera les moyens d'accompagner cette coalition auprès de ces institutions. D'accord. Alors, M. Mbaye Moussa, vous, tout de suite, quand les téléspectateurs vous voient sur ce plateau, ils vont se poser la question, mais attends, on est en train de parler d'orphelins, on est en train de parler de l'orphelinat, on est en train de parler de Noël. Qu'est-ce qu'un artiste de renom de sa dimension cherche et qu'est-ce qu'il a à faire avec, bien sûr, c'est que les dirigeants ou les gestionnaires des orphelinats préparent pour les enfants le 23 décembre au stade Petit Souris de Nongo? Qu'est-ce que je fais ici? Bonjour encore tout le monde. Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis l'un des premiers orphelins de la coalition. D'accord. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Toutes nos condoléances. Ouais. J'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. On est 7 à la maison. Oui, donc je pense qu'après, j'ai perdu ma mère il y a une dizaine d'années. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, pourquoi je suis là? Moi, d'abord parce que je suis plus proche de Hakuna Matata, donc de l'orphelinat, parce qu'elle nous interpelle souvent. Donc, on fait beaucoup d'activités avec Hakuna Matata depuis un certain nombre d'années. Je ne sais même plus depuis quand. Donc, mais oui, depuis très très longtemps. Pourquoi on est là aujourd'hui? Nous, en tant que d'abord entreprise culturelle, donc on est là pour aider à l'organisation de cette activité. Mais cela remonte à il y a peut-être 3 ou 4 ans. On avait déjà organisé une fête de Noël pour 400, autour de 400 orphelins. Ils étaient une quinzaine d'orphelinats qu'on avait organisé en partenariat avec le Sheraton. On avait offert un banquet au Sheraton et puis avec un Père Noël, avec des cadeaux, que tous les enfants ont reçu des cadeaux. Je pense à l'époque aussi, on avait reçu quand même des familles, au-delà des orphelins. On a voulu que ce soit une fête d'enfants, simplement. Et donc, on avait reçu beaucoup d'invités, mais aussi des artistes, des enfants, des familles qui sont venus. Et donc, c'était un très beau banquet, on peut dire ça. Donc, et du coup, chaque année, moi, ce que je fais avec les orphelinats, j'essaie de temps à autre, quand c'est possible, quand je suis ici, d'aller faire mon petit devoir. Alors, nous, on est sur un angle où on a essayé de parfois organiser une sortie des orphelinats pour aller juste jouer. Donc, c'était ça notre journée. On a voulu qu'il y ait un moment de jeu, un moment de fête, un moment de concert, mais un moment convivial où les enfants peuvent se retrouver, être des VIP au Sheraton, dans une belle salle bien décorée, en train
de manger et de juste s'amuser. Donc on avait réussi ça une année et cette année on s'est dit bon, on va remettre ça. Mais effectivement, il y a une situation que moi j'ai discuté avec Madame la ministre. À un moment donné, elle m'a fait comprendre que son ambition aujourd'hui, ce serait que tout le monde se mette ensemble. Tous les acteurs pour travailler. Et ce n'est pas que pour les orphelinats, mais à tous les niveaux. On a eu une petite discussion de pas très long, mais j'ai compris que sa vision, c'est de ne pas avoir plusieurs interlocuteurs, mais que chaque secteur s'organise et puisse ensemble porter leurs problèmes et ensemble réfléchir aux différentes solutions. Oui. Et que c'est ensemble qu'on peut arriver à trouver des solutions pour chaque difficulté que les secteurs peuvent rencontrer. Et en discutant avec Laurence, elle m'a fait comprendre que les enfants galèrent beaucoup pendant les périodes de fête parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Parfois c'est bien fait, parfois c'est pas bien fait et ils sont partout confrontés à des situations et eux, ils ont des quotidiens qui sont très très déjà difficiles. Et puis rentrer dans les programmes de gens qui sont pas prêts, c'est compliqué. Donc, et Madame la ministre, donc, qui pense que les acteurs sur le terrain, les ONG qui veulent aider, qui veulent faire les choses, doivent se mettre ensemble pour mieux faire les choses. Et les orphelinats qui pensent qu'ils doivent se mettre ensemble pour initier des choses ensemble et trouver des solutions et faire les choses. Je pense que naturellement, il y a de part et d'autre des équilibres qui commencent à se faire. Et puis, si on se mettait ensemble et qu'on se rapprochait, vu que moi, je suis un acteur qui est à cheval entre les deux entités, j'ai compris que vraiment, il y a la même vision partout. Alors, pourquoi ne pas mettre ça et puis en faire un gros événement bon, je vais dire ici que vraiment, je sais que Madame la ministre, elle porte à cœur ce projet. Et on en a parlé avant que je me connecte sur Facebook, que je voyais que Laurence m'avait écrit il y a plus d'une semaine, mais je n'étais pas sur le bon compte. Et c'était le même discours et c'était la même chose. Donc, avec Médard et moi, et M Records, donc à travers mon entreprise, la Cité des Arts, on est en train d'essayer de voir dans quelle mesure, techniquement, on peut accompagner ce projet. Pourquoi moi je suis là, et c'est parce que depuis des années, on essaie de faire ça, et puis on essaie d'accompagner comme on peut les orphelins. Alors, pour ce jour spécifiquement, parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui voudront effectivement se confondre tout de suite aux enfants qui viendront, parce qu'on a vu la tête vraiment d'une star, et surtout il y aura la prestation artistique. Comment est-ce que tout cela va être géré ce jour-là? Et vous, artistiquement, vous comptez partir avec quel répertoire, c'est-à-dire d'artistes, pour accompagner les enfants le jour J, c'est-à-dire le 23 décembre? Alors moi je suis là déjà en tant qu'organisateur, donc pour tout ce qui est technique, logistique, sécurité et aussi programmation artistique, donc ça c'est le côté que nous on va gérer avec Médard. On a en charge d'organiser tout ceci et puis de mettre en place tous les dispositifs pour que les enfants arrivent, s'amusent et partent en sécurité. Et ensuite, il faut que la fête soit belle. Et surtout, le moment incroyable que les enfants attendront, c'est le moment de la descente du Père Noël dans le ciel et puis qui va distribuer beaucoup de cadeaux à tout le monde. Ça, c'est un moment fort qu'il faut que ce soit magique. Donc, on est en train de trouver toutes les poudres magiques qu'on peut trouver sur la terre pour que ce soit magnifique. Donc voilà un peu nous ce qu'on va faire artistiquement parlant. Nous on va monter sur scène dès que du Force Stream, et il y aura aussi Soul Banks. Il y en a qui ont confirmé, donc Ansti Crazy, Lil Sako. Si je commence à citer, on est une vingtaine, je pense que je vais me tromper. Mais il y a qui d'autre? Marifak, il y a Zélé Louma, il y a Tata Sayon Camara. Donc il y a beaucoup de grandes stars qui ont le cœur à la place et qui veulent soutenir ce projet. D'accord. Alors, j'espère que la rentrée va être gratuite. Mais est-ce que d'autres personnes de bonne volonté qui nous regardent maintenant et qui souhaiteraient vraiment ce jour-là y être et offrir quelque chose à la coalition, est-ce qu'ils seront en tout cas les bienvenus? Bien sûr. C'est ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. On est à la recherche on est au moment de la recherche de financement. Il y a le ministère déjà qui nous a rencontrés 2-3 fois dans des réunions et qui va nous accompagner avec une enveloppe importante
pour la partie logistique, mais aussi tout ce qui est organisationnel. Mais on n'a pas tout le budget, donc ce serait bien qu'il y ait d'autres bonnes volontés. On a envoyé des courriers partout, comme il disait la coalition. On attend des retours, on n'en a pas encore. Donc, chers RSE, chères grosses entreprises de la place, regardez dans vos courriers. On a envoyé des courriers. Les orphelinats de Guinée, les orphelins de Guinée vont fêter le 23 décembre. Voilà, Noël. Et puis, attendre les cadeaux qui vont tomber du ciel. Et je pense que vous êtes un de ces nombreux Pères Noël, une de ces nombreuses Mères Noël. Et puis, faites parler votre cœur. Rappelez-vous qu'il y a ces orphelinats, il y a ces enfants qui ont besoin de nous tous. Ce n'est pas parce que le ministère a mis un budget que c'est suffisant. Je pense que c'est l'occasion aussi qu'il y ait un peu de recettes, donc un peu plus que le budget qu'on attend, pour permettre à ces orphelinats-là de passer le mois de janvier, de février et de mars. Donc, faites parler vos cœurs. C'est le moment de venir présenter vos dons et d'accompagner nos orphelinats. On va tout de suite, on va faire le tour des tables parce que nous sommes à la fin de cette première partie de cette émission consacrée à cette organisation prévue le 23 décembre. Je sais que le besoin est là. Il y a quand même pas mal de choses dont on a besoin. La diaspora nous regarde dans cette émission et peut-être vous allez passer le message et nous dire comment, n'est-ce pas, vous contacter, quelle est la porte d'entrée, n'est-ce pas, des cadeaux pour que si, par exemple, la diaspora décide partout, à travers le monde, de faire quelque chose pour qu'on puisse quand même vous contacter de façon aisée, de façon paisible, sans risque de se tromper. Alors, on va faire le tour des tables et tout d'abord, les initiateurs, je vais parler donc du président, avant le ministère, qui est représenté ici par Madame la directrice nationale adjointe. Monsieur Joseph. Et d'accord, comme l'a dit Moussa tout à l'heure, c'est un appel que nous lançons à toutes les personnes de bonne volonté qui sont à la diaspora et qui sont à ceux qui sont en Guinée, de nous appeler, de nous contacter. Et moi, je suis le coordinateur, j'ai le numéro le 624, le 94 24 13. 624 oui. 94 24 13. J'ai ce contact. Et aussi à tous ceux qui veulent apporter quelque chose, même pas avant le jour, et ils peuvent venir même ce même jour et nous apporter le 23 décembre, apporter les cadeaux qu'on va donner aux enfants qui peuvent nous envoyer de l'eau, c'est aussi important, du jus, c'est aussi important, des habits, c'est aussi important, des paires de chaussures, parce que cette couche, elle est très vulnérable. Cette couche, il faut que nous les accompagnions pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés. Ils sont pas abandonnés. Moi, je me dis qu'on n'est pas orphelin lorsqu'on appelle du père et mère, mais on est orphelin lorsque la société t'abandonne. C'est là la situation. Donc, il faut accompagner ces enfants. Ces enfants doivent être au centre, au cœur de la situation, de la couche. La préoccupation de tout le monde. Oui. Donc, si j'ai un appel à lancer. Madame la vice-coordinatrice, vous allez quand même lancer un message à l'endroit du chef de l'État qui nous regarde dans cette émission et la caméra d'en face vous appartient. Parce que oui, bien sûr. Déjà, on aimerait bien sa présence. Ça nous fera très plaisir parce qu'on a déjà déposé un courrier pour l'inviter, mais nous n'avons eu aucun retour. Non, pour le moment. On a encore du temps. D'accord. En tout cas, on compte sur sa présence parce que je pense que... et son accompagnement, madame. Et son accompagnement aussi, voilà. Donc, c'est ça. D'accord. Surtout. Alors, madame la directrice nationale adjointe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais terminer en disant que le gouvernement guinéen, à travers le ministère en charge des questions de l'enfance, a l'habitude d'organiser des fêtes de Noël pour apporter de la joie et du bien-être aux enfants de Guinée. Et cette année encore, nous réaffirmons cette position. Et comme peut-être la particularité de cette année, Madame la ministre, Madame Charlotte Daffé est forte d'être accompagnée de la coalition des orphelinats de Guinée. Et nous profitons pour appeler toutes les autres personnes de bonne volonté de se joindre à nous pour apporter de la joie à cette couche que nous appelons affectueusement les oubliés de la montagne. Donc, c'est mon dernier mot. Et le ministère est engagé. Et cette fois-ci, nous sommes forts d'être ensemble avec tous les orphelinats de Guinée. Je vous remercie. Merci. Bye. Moi, je dis à tout le monde ici, à toute la Guinée, à toute la diaspora, comme tu as dit, de venir auprès de ces enfants pour fêter Noël, de venir soutenir ce projet et de surtout penser que la volonté de la coalition du ministère et de Madame la ministre, c'est d'instituer cette activité et que chaque année, que des partenaires qui ne seront pas là
peut-être parce que ils passent des moments difficiles, pensent à s'organiser pour que l'année prochaine, que ce soit aussi une belle fête. Mais en attendant, venez tous ensemble avec vos enfants, venez partager. Vous pouvez prendre votre enfant par la main, il n'a qu'à acheter un cadeau pour lui et un cadeau pour un orphelin. Et ce sera vraiment un moment super important pour votre enfant de savoir qu'on peut partager avec les autres qui sont dans des difficultés. Ayez en tout cas un grand cœur, soyez altruiste, contribuez à l'épanouissement des enfants qui n'ont ni père ni mère et qui ont bien sûr tendance à perdre complètement l'espoir. Votre action peut contribuer bien sûr à leur redonner cet espoir. C'est donc la première édition du projet humanitaire Noël des orphelinats. C'est ce lundi 23 décembre 2024 au stade Petit Souris de Nongo à partir de 9h. Il faut y être en apportant quelque chose. Merci de votre fidélité. La deuxième partie, nous allons donc parler du prix du livre guinéen, mais également de ce gala de la 46e promotion de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Mais attention, nos deux chroniqueurs, Abakar Junior Camara et pourquoi pas, attention, le consultant, j'allais dire, je rectifie, le consultant Mohamed Max, plus de 30 ans d'expérience, il sera donc avec nous. On va donc parler de ces deux sujets et d'autres sujets qui viendront agrémenter cette deuxième et dernière partie de votre émission Génie sur Coloma de ce jeudi. Où que vous soyez, merci de garder la même position en face de votre poste téléviseur. Voici donc de retour sur ce plateau compte de la deuxième et dernière partie de votre numéro de ce jeudi de l'émission Génite sur Coloma. Ils sont donc des nôtres, le grand consultant Mohamed Max Camara qui est donc là depuis le matin. Comme vous le savez, la configuration du plateau nous a donc empêché. On a donc offert une première partie humanitaire, effectivement, bien sûr, aux humanitaires. C'est notre contribution. Voilà. Voilà. Surtout que quand les recommandations viennent d'en haut. Voilà. C'est notre contribution. Justement. Merci d'être venu. Merci à toi, merci à Ismaël, merci à tout le monde sur ce plateau. Très fier encore de retrouver l'équipe et voilà quoi. Aboubakar Junior. Bonjour Ismaël. L'incontournable chroniqueur. Oui, on est là. Le service à la nation oblige d'être là tout le temps pour donner l'information réelle à la population. Comme nous aimons le dire, la source officielle des informations en République de Guinée, c'est la RTG. Donc il faut toujours suivre la télévision mère pour comprendre le fonctionnement du pays, pour le dire ainsi.
Très bien. Nous avons donc nos deux invités de part et d'autre. Monsieur Abou Dani, voilà, si je le dire donc. Abou Kamara Dani. Abou Kamara. Abou Dani Kamara. Abou Dani Kamara, voilà. Abou Dani Kamara pour les intimes, et puis c'est mon nom d'écrivain, ça. Très bien. Voilà. Le prix du livre guinéen, dans sa 3e édition, donc, a été raflé par vous à travers votre roman intitulé « Heureux est celui qui croit en son pays ». C'est un roman donc de 192 pages, reparti en 16 chapitres, qui comprend 3 grandes parties d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et une fois encore, merci d'être là. Merci. Depuis 2021, on s'est séparés sur ce plateau. Effectivement. Et là, on se retrouve mieux vaut tard que jamais. Ah oui. Et de l'autre côté, les étudiants qui se disent confiants, mais écoute, qui se sont, au fait, à un moment donné, dites, après l'école, il y a quand même, le lien doit continuer dans la vie active. Et c'est le pourquoi de cette 2e édition également du gala de football, en tout cas consacré toute une journée. Ça sera donc le 14 décembre à la Blue Zone de Symphonia. Et c'est M. Leno Bernard qui en est le commissaire général. M. Leno, comment ça va? Je vais très bien et bonjour à l'équipe du plateau de Zénith Coloma. Très bien. On va donc aller succinctement parce qu'on a été tellement généreux aujourd'hui, parce que là, on a presque consacré cette grande partie à l'humanitaire. Et nous allons donc aller passer aux choses sérieuses. Bakal Junior, il y a quelque chose rapidement à donner? Oui, rapidement. Il faut saluer la dynamique de refondation prônée par les autorités à travers la réalisation des infrastructures. Hier, j'ai eu la chance de couvrir le ministre secrétaire général de la présidence de la République du côté de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, où le projet d'expansion se poursuit pour changer notre aéroport qui est la vitrine du pays. Et dans ce projet d'envergure, j'ai vu des édifices ultra modernes, il faut le dire, avec toutes les commodités et normes internationales, parce que tu n'es pas sans savoir que dans ce lot, il y a le pavillon présidentiel qui est composé de salons d'honneur et puis du bureau du président de la République et plein d'autres compartiments au sein de ce bâtiment qui est érigé sur 1000 mètres carrés. Et du côté gauche, vous avez aussi les cargos pour l'importation et exportation des produits commerciaux. Vous allez voir dans ce bâtiment flambant neuf, il y a 9 quais. Il y a 9 quais d'embarquement et de débarcation parce que c'est divisé en 2 blocs. Le premier, c'est pour importation, le deuxième, c'est pour exportation. Nous allons revenir un peu plus sur ça. C'est extrêmement important, Ismaël. Oui. Et la délégation a continué sur la cité administrative de Koloma ici, où les bâtiments poussent comme des champions avec un coût énorme. Le centre directionnel de Koloma. Et il faut savoir que 80% de ces projets sont financés par le BND, le Budget national de développement. Et ce qui est plus remarquable, c'est cette volonté de l'administration et contrôle des grands projets qui veut maintenant être c'est-à-dire une plateforme incontournable à la réalisation des projets, parce que généralement, selon le code d'investissement d'ailleurs, aucun ministère ne doit introduire beaucoup de milliards dans un projet sans que le projet ne soit validé par l'administration et contrôle des grands projets, parce que c'est une cellule aussi qui s'occupe des études parallèlement aux entreprises contractantes pour permettre de veiller sur le respect du cahier de charges et éventuellement on va revenir en détail, beaucoup plus en détail sur cet élément et nous allons même utiliser les supports. Je crois que ça sera donc lundi et nous sommes déjà week-end. Mais un mot du consultant par rapport à ces explications. Bon, moi je pense que quelque part, bonjour à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et je salue Junior. Je suis heureux de me retrouver souvent avec Junior sur ce plateau. Comme tu disais, 30 ans de carrière, tout début de carrière. Ça déjà c'est la balance, quoi. Donc moi je pense que tout ce qu'il est en train d'énumérer, ça, c'est dans le cadre de la refondation, parce que quelque part, si on parle de la refondation, c'est pas les paroles, c'est les actes aussi. Et ce sont ces actes-là que les gens sont en train de réaliser sur le terrain. C'est le bonheur des Guinéens. Je pense quelque part, l'acte à la parole, ça marche dans notre pays. Il faut lier la théorie à la pratique. Voilà. C'est extrêmement important dans toutes choses. C'est ce qui peut nous permettre d'être forts, parce que quand tout est théorique, et sans la pratique, sans les actions concrètes, vraiment, ça ne pourrait vraiment, en un mot, montrer notre volonté à bien faire. Donc, c'est un peu cela. Alors, monsieur le commissaire général
de ce grand gala qui doit se jouer le 14 décembre à la Blue Zone de Kaloum. De Symphonia. De Symphonia plutôt. Oui. C'est la 2e édition. Oui. D'où est partie vraiment cette initiative d'ailleurs, parce que je le disais, peut-être que je serais en train de mentir ou je serais en train de me tromper, mais il est mieux que ce soit vous-même qui, n'est-ce pas, donne cette explication. Les étudiants qui, depuis les bancs, se sont dit, écoutez, après l'école, il ne faudrait pas qu'on se quitte, mais on a besoin de mettre en place, franchement, de créer un lien, un cordon qui puisse nous retenir jusqu'à la fin de nos jours. Alors, d'où est partie cette initiative? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et parlez-nous un peu de l'organisation, rapidement, du 14 décembre. Alors, merci, M. Ismaël. Merci de nous recevoir ici pour nous donner l'opportunité de parler de cet important événement qui réunit les anciens étudiants de la 46e promotion de droit de l'Université de Symphonia. Je précise déjà que nous sommes la dernière promotion de l'ancien système. Okay. C'est-à-dire c'est juste après notre promotion qu'est venu le système LMD. Oui. Donc, après 14 années, puisque de 2010 à 2024, après 14 années, nous nous retrouvons aujourd'hui dans divers secteurs d'activité socio-professionnelle de notre pays, avec des magistrats, des avocats qui font aujourd'hui leur preuve dans les cours et tribunaux du pays, des chefs d'entreprise, des directeurs de cabinet qu'on ne peut pas citer ici, mais qui se reconnaîtront dans cette émission. Alors, l'idée est partie de la volonté des amis de se retrouver. À des occasions, on se retrouve souvent autour des cérémonies de mariage, de baptême, des amis. On s'est dit qu'il ne faut pas se limiter à ces occasions, il faut mettre en place une plateforme, une structure qui nous permet de fonctionner normalement. Depuis 2017 est née l'idée de mettre en place l'ONG Ensemble pour l'avenir, aujourd'hui qui a un agrément provisoire auprès de l'administration territoriale. Nous tendons vers un agrément définitif, mais nous suivons le processus au ministère chargé de nous le délivrer. Alors, l'idée est partie de ça, de la volonté de se retrouver. L'année dernière, en 2023, on a déjà fait la première édition autour du sport. Le sport, les amis se retrouvent pour faire le sport. Cette fois-ci, la singularité, c'est que au-delà de jouer au ballon, nous allons avoir une journée fitness. Le sport fait partie des éléments moteurs de la santé de l'être humain. Donc pour nous, on se retrouve autour d'un événement récréatif. On se retrouve pour faire le sport, pour célébrer l'amitié, pour marquer encore d'un point les 4 années qu'on a passées, les 4 années de cursus qu'on a passé à l'Université de Symphonia, à la faculté de droit. Monsieur le consultant, oui, moi je pense que c'est une très bonne idée, Ismaël, parce que quelque part, tu sais, la Guinée, notre pays, est un pays spécial. Un pays spécial de la mesure où, quand tu es avec un ami dans le quartier, tu fais tout avec lui. Dès qu'il a une promotion ou bien dès qu'il a quelque chose, il se démarque carrément du groupe parce que quelque part, c'est la galère qui fait ça. Mais les gens veulent mettre fin à tout. Non, c'est vrai. Les gens veulent mettre fin à tout ça. Ce n'est pas eux seulement. J'ai assisté à la rencontre des étudiants de l'université de Cancan, les promotions qui sont venues. Votre promotion? Non, pas notre promotion. Non, je parle maintenant de votre promotion. Est-ce que vous avez pris une telle initiative? Est-ce que vous êtes ensemble aujourd'hui? Oui, on a pris l'initiative, mais ça n'a pas tellement marché parce que quelque part, non, c'est vrai, Ismaël, ça n'a pas tellement marché parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne clochait pas. Mais moi, je pense que les jeunes, petit à petit, sont en train de prendre conscience pour qu'on puisse se retrouver ensemble sans la promotion, parce que le problème, c'est quoi? Quand un ami avec qui tu ne collabores pas, tu ne vois pas, quand il est président de la République, quand il est ministre, comment tu veux que ce monsieur-là ait confiance à toi pour travailler avec toi ou bien pour te mettre en contact avec nous? C'est pas possible. Mais si déjà vous vous frottez à tout moment et que la promotion arrive, être directeur, être ministre, quand ça arrive, tu peux être utile pour ton ami parce que quelque part, vous pratiquez avant même d'avoir la promotion. Mais dès que tu as la promotion, un ami que tu n'as pas l'habitude de pratiquer, tu vois, il est venu à cause de ma promotion, il est venu parce que j'ai l'argent. Donc ces jeunes-là veulent mettre fin à tout ça. Et moi, j'apprécie tellement l'élan de ces jeunes que quelque part, parce que ce que je te disais tout de suite, notre promotion, malheureusement à Cancan, on n'a pas pu se retrouver, mais les promotions qui sont venues après nous, ils se retrouvent. Et une fois, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur et la chance de conduire des promotions chez le ministre de la fonction publique à un moment. Et moi, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Ça va permettre entre les jeunes de raffermir les relations et d'avoir confiance les uns aux autres. C'est ça l'idée. Abaka Junior, question, commentaire? L'idée est bonne. Cette fois-ci, vous avez prévu de faire quoi exactement? En termes de contenu, nous avons 2 activités principales. À 15h, nous allons accueillir les participants
tous les étudiants de l'ancien de la 46e promotion sont invités de venir, de rallier la Blue Zone de Symphonia. À 16h, nous allons commencer le fitness. Le fitness, c'est pour permettre aux femmes et aux hommes de cette promotion de faire du sport. Avec l'appui d'un coach sportif qui viendra, nous allons nous mettre dans les dispositions qu'il faut devant les caméras de la RTG d'ailleurs qui est partenaire. Sous les visuels qu'on a fait, la RTG est partenaire et nous voulons d'ailleurs que ça soit couvert par le JT. Et donc le coach va nous aider à faire du fitness pendant 1 heure de temps. Et à l'issue de cette première activité, les 2 équipes constituées au sein de la promotion vont s'opposer pour un match de football. En série homme, série femme. Oui, Ismaël a encore à signaler. Moi, j'aimerais qu'ils n'ont qu'à un peu élargir. Élargir, parce que quelque part, tout ce que vous faites là, c'est pour la cohésion. Tout ce que vous faites, c'est pour l'union, c'est pour l'entente. Et si vous allez élargir, vous allez voir ce que ça va faire comme effet. Parce que quelque part, moi, je pense, ensemble, on est plus fort, mais isolé, pas de force. Justement, je voulais préciser dessus pour lui dire que c'est la deuxième, nous ne sommes qu'à la 2e édition. Oui. Les prochaines éditions, les ouvertures sont là. Pourquoi ne pas organiser un match de football entre la 45e promotion et la 46e promotion? Mais est-ce que déjà vous êtes en contact avec ces différentes promotions? Bien sûr, c'est des aînés, nous sommes en contact, les contacts vont être créés. Est-ce que la même organisation que vous avez, est-ce que ces différentes promotions ont la même organisation, ont la même ambition? C'est ça le problème. Bon, après ça va être voilà. Un départ. Si ce n'est pas le cas, comme par exemple la promotion de Max, ils n'ont pas pu y aller, quelque chose ne cloche pas comme il l'a si bien dit. Est-ce qu'aujourd'hui, si on a l'intention de jouer contre sa promotion ou de collaborer avec sa promotion, comment est-ce qu'il va faire? Ça va être difficile. Il y a des promotions, il y a des promotions qui sont par exemple en train de sortir de l'université. Voilà. Nous pouvons organiser, en tout cas c'est prévu, un match de gala entre la 46e et la promotion sortante de licence. Est-ce que vous prévoyez d'autres activités outre que le sport et Bien évidemment, nous n'allons pas tout citer, mais les dons par exemple à la faculté de droit, nous sommes en train de travailler dessus, les dons de poubelles, de beaucoup d'autres choses pour contribuer à l'assainissement ou à la propriété, à l'hygiène de l'université de Symphonia. Nous sommes en train de travailler dessus. Dans les mois à venir, nous allons le dérouler, peut-être nous allons revenir sur ce plateau pour cette autre activité. Alors dites-nous, comment vous faites, parce que réunir les gens, tout ce que monsieur Lénaud qui est là aujourd'hui organise un tel événement, et le commissaire général du gala de la 46e promotion de 3 de l'université générale, donc à ses connaissances, à ses relations qui vont venir. Forcément, il y a des personnalités, d'autres personnalités qui ne soient pas seulement de cette promotion, mais également l'ensemble des membres de votre structure. Chacun pourrait venir avec vraiment 1 ou 2 personnes. Alors, dites-nous, comment vous allez faire pour quand même trouver des lots, ça ne serait-ce que des sachets d'eau pour des trucs. Est-ce que c'est des cotisations? Comment fonctionne votre promotion? Alors, d'entrée, est-ce qu'il y a des cotisations, il y a des rencontres hebdomadaires, mensuelles? Voilà, comment vous faites? Bien sûr qu'il y a des rencontres, mais sur cet événement précis... Y a-t-il des cotisations, tout ça? Pas de cotisations en tant que telles, mais au sein de la promotion, aujourd'hui, j'ai commencé à le dire tantôt que nous avons des personnalités. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative d'organiser cet événement en allant vers les nôtres. Quand vous prenez par exemple l'édition de cette année, nous avons notre camarade Aïcha Nadine Silla, qui est la DGA du Fonds du développement social et de l'indigence, qui a accepté de nous accompagner dans ce projet de gala. Elle a accepté de prendre en charge une bonne partie des besoins d'organisation du gala. Et donc, chaque année, on viendra vers une personnalité de la promotion. Il y a certaines qui ont des entreprises, qui ont les moyens, qui acceptent, qui ont des moyens. Ils se reconnaîtront, ils sont beaucoup. Mais chaque année, on les met en valeur. Ils nous aident à organiser l'événement. Ça nous permet, entre nous, de raffermir, comme vous l'avez dit tantôt, les relations. Mais tout est bien fait. Tout est fait de sorte que nous soyons entre nous, tout en restant ouverts à d'autres, bien sûr. Je sais quand même que chacun évolue dans son secteur, chacun est dans son domaine. Ils sont des personnalités par-ci, par-là. Ils sont déjà en train d'apporter quelque chose en termes de développement dans ce pays, en termes d'expertise. Mais en tant qu'étudiant en 46e promotion, qu'est-ce que vous prévoyez pour le pays, au-delà du raffermissement des liens qui vous lient en tant que membre de la 46e promotion, au-delà de ce que chacun apporte au développement de ce pays, mais en groupe? Votre promotion entièrement, qu'est-ce que vous prévoyez au-delà, n'est-ce pas, de ces galas et de ces sports? Ensemble pour l'avenir, nous voulons mettre en place une ONG qui aura pour vocation
de se distinguer dans la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit et surtout de la protection de l'environnement. Puisque nous sommes des juristes à la base, nous avons suivi des formations de 4 ans, on a plusieurs compétences. Plusieurs compétences. Nous allons nous figer sur ces types d'activités à la longue dans le cadre de l'organisation, par exemple, des élections en Guinée. Nous voulons avoir notre mot à dire en termes d'appui aux services techniques pour apporter notre expertise de juristes, de spécialistes de droit pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. Je vais sortir hors du cadre, curiosité journalistique oblige. Récemment, nous sommes aujourd'hui en train de vulgariser, comme vous le savez, l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et c'est que les juristes sont beaucoup plus intéressés par cette question. Quelle a été donc la position, n'est-ce pas, de la 46e promotion par rapport à cela? Est-ce que vous avez fait une recommandation? Pour le moment, nous n'avons pas été saisis, mais indirectement, nous avons des amis qui sont impliqués dedans. On a des amis tels que l'actuel directeur de cabinet du CNT, on a des amis tels que M. Kamara Boubacar, voilà, il est de la promotion, qui est un membre actif de cette vulgarisation de la Constitution. Nous avons M. Ousmane Djabi, qui est un spécialiste aujourd'hui, chargé de cours de droit à l'Université de Somfonia, qui a donné son expertise dans le cadre de la formation et dans beaucoup d'autres choses, mais de façon structurelle. Nous n'avons pas contribué tel que vous le dites, de façon structurelle, tel qu'on le dit, l'ONG Ensemble pour l'avenir, qui n'a pas encore tout. On n'est pas là pour ça. Le 14 décembre, la rencontre, c'est donc à la Blue Zone de Kaloum, à la Blue Zone de Somphonia. Je suis tellement habitué au point d'oublier même qu'il y a, n'est-ce pas, une autre zone de l'autre côté. Alors, Abakar Junior, moi je vais montrer ça, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs. Il s'agit bien sûr du prix du livre guinéen raflé par notre ami Kamara Abou Dani sur ce plateau à travers bien sûr un roman intitulé de 192 pages intitulé « Heureux est celui qui croit en son pays ». Et là, voilà, vous avez, monsieur le consultant, Abakar Junior, les toutes premières questions pour notre invité. Oui, moi je pense que quelque part, même le titre est révélateur. Vous savez, comme je le disais tout de suite en coulisses, je dis écoute, tu oublies que tu es en face d'un spécialiste de lettres modernes. Et quand on prend l'aventure ambiguë, on dit l'aventure ambiguë. Et tu as vu, le gars, il est partagé entre l'Europe et l'Afrique. C'est révélateur. et à qui tu veux t'adresser en disant à qui? Voilà. Et comme ce que vous venez de souligner, quand on dit « Heureux est celui qui croit en son pays », déjà le titre est évocateur et le contenu aussi en dit long. Parce qu'à travers une analyse approfondie de ce titre, l'on se rend compte que l'auteur veut faire savoir à tous que l'on peut être heureux chez soi. Peu importe l'endroit où l'on est, que l'on soit noir, blanc ou jaune. L'essentiel est de croire fermement à ce qu'on fait, puisque réussir, c'est d'abord croire que c'est possible. Donc c'est tout ce qui m'a amené réellement à donner ce titre à ce roman. Parce qu'on peut être vraiment heureux ici en Guinée ou dans n'importe quel pays africain. Oui, heureux en Guinée, mais pourquoi tu as mis la page noire? C'est parce que... Tout est noir, tout est noir. Il n'y a pas d'espoir en regardant. Bon. En regardant. Mais il y a le... Il faut faire voir le téléspectateur, s'il te plaît. Tout est noir, il n'y a pas d'espoir. Quand c'est noir, il n'y a pas d'espoir. Il y a le soleil. Il y a la lueur. Ok. Il y a le soleil qui profile à l'horizon. Voilà, il y a le soleil qui se lève, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Sinon, si ce n'est pas ça, tout est noir. Voilà. Il y a le soleil qui est en train d'illuminer. C'est par rapport un peu à la dangerosité de la traversée de la Méditerranée. La tristesse que cela engendre. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la Méditerranée est considérée comme un cimetière pour la jeunesse africaine. Bien sûr. Chaque année, l'Afrique perd plusieurs centaines de jeunes dans des conditions souvent tragiques. Et donc, dans cette optique de conseiller un peu les jeunes et surtout, leur dire que ce qui nous attend de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose qui est catastrophique. On ne le souhaite pas pour l'être humain. Donc, c'est pourquoi... Et voilà, je vois, tout est noir, mais il y a l'espoir, il y a la lumière qui est quelque part. Donc cette lumière-là, s'il te plaît, cette lumière-là, c'est en Afrique. Pas de l'autre côté. Pas de l'autre côté. D'accord. Merci d'être très critique en tant que littéraire sur l'adhésion. C'est spécialiste. Moi, le titre est très poignant. Oui. Ce que je voudrais aussi dire, parce qu'en regardant même le titre et la photo, c'est la photo d'une pirogue en mer, c'est ça? Oui. Mais généralement, on confond les causes et conséquences, surtout quand c'est des problèmes récurrents de la jeunesse en Afrique. Les conséquences, qu'est-ce qui pousse les jeunes à aller?
C'est-à-dire, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup, Méditerranée, c'est le cimetière de l'Afrique, mais il y a quelque chose qui pousse les jeunes à aller. L'immigration est économique, politique ou culturelle. Qu'est-ce que les jeunes cherchent? Est-ce que dans ce livre, il y a une étude sociologique qui d'abord parle des causes pourquoi les jeunes s'en vont? Effectivement, vous le savez mieux que moi, Tonton Banks, parce que le roman est d'abord sociologique. Ouais. Le roman est d'abord sociologique. Parce que entre la littérature et la société, il y a un rapport d'interdépendance. Ouais. Qui parle de littérature, parle de société, qui parle de société, parle de littérature. Parce que d'un côté, l'autre apporte ce qu'on appelle la matière première, les faits sociaux, et de l'autre côté, l'autre aussi oriente la société vers de bonnes directives. Donc il y a ce rapport-là. Alors, l'immigration clandestine, je peux dire que il y a au-delà d'une décennie maintenant, parce que plus de 12 ans, 13 ans maintenant, il n'y a pas un thème qui dépasse l'immigration clandestine. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que l'émancipation d'un jeune Africain aujourd'hui, sans franchir les frontières de son pays d'origine, est perçue par beaucoup de nos contemporains comme une impasse apparente, compte tenu des dures réalités que traverse l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique est un continent d'avenir, un continent qui est doté d'un immense potentiel, et voilà, capable d'assurer son véritable développement économique. Et l'un des atouts majeurs dont dispose l'Afrique aujourd'hui, c'est bien sa jeunesse. Ouais. Une jeunesse aujourd'hui avide de savoir, entreprenante et dynamique, mais qui est confrontée à certains obstacles qui freinent son émergence. Alors c'est l'immigration clandestine automatiquement qui apparaît là comme la solution au désespoir de cette jeunesse. Alors dans ce roman, pour être un peu précis, j'ai décidé de présenter un récit qui vous relate dans les moindres détails les racines profondes de l'immigration clandestine. Vous avez tout de suite souligné les causes. Véritablement, qui parle de racines veut parler des causes. Les racines profondes de l'immigration clandestine en se basant sur quoi? En se basant des réalités de l'Afrique contemporaine. Alors j'ai évoqué dans ce roman la dangerosité de la traversée du désert et celle de la Méditerranée. Une traversée qui est pathétique. Justement, à ce niveau, je voudrais que vous passiez encore un petit retour, parce que vous n'avez pas fini de parler des causes. Vous savez quand même que l'immigration est un mécanisme international encouragé par des gens qui pillent l'origine, qui refusent d'investir en Afrique pour la transformation de frontières sur place et éventuellement la gestion rationnelle de nos ressources pour l'émancipation du peuple et de son développement. Donc, en parlant de l'immigration, il faut tenir compte qu'il y a des gens qui volent les ressources en Afrique, qui ne veulent pas investir en Afrique, et qu'il y a la corruption et le détournement des deniers publics, et les jeunes n'ont pas d'emploi, et c'est pourquoi beaucoup veulent aller à l'étranger. Voilà, Junior, connaissant déjà les causes, je pense que... on évoque, parce que dans le livre, on martèle. Il entre... Au fait... Effectivement, si vous me permettez, tout ce que vous venez de souligner là se trouve détaillé avec acuité dans ce roman. Pour être honnête, on n'est pas écrivain parce qu'on le veut. C'est à partir d'une spécialité. Je suis un homme de lettres de formation. Et être écrivain, ça ne se limite pas seulement au fait de critiquer, mais il faut aussi apporter des solutions. Alors dans ce roman, il y a non seulement les causes qui sont évoquées, comme ce que vous venez de dire là, tout au long de la première partie composée de 5 chapitres, où il y a des thèmes comme le Léviathan par exemple, comme... comment on peut dire ça, le paradis perdu de l'enfance, et comme par exemple la corruption, le détournement des deniers publics, et voilà, le communautarisme primaire, etc., etc. Ce sont ces faits-là qui poussent finalement les jeunes à déserter le continent. Mais est-ce qu'en tant qu'écrivain, je dois me limiter à ce niveau? Non, je dois aussi proposer des pistes de solutions pour lutter contre ce fléau. Alors c'est pourquoi moi je voulais juste demander quelles sont les thématiques abordées, puisque là vous êtes là, c'est pour qu'on parle, n'est-ce pas, de ce prix. Exactement. Et quelles ont été les particularités, n'est-ce pas, de ce roman, parce que vous n'êtes pas quand même le seul candidat à postuler pour ce prix. Alors quelles ont été les particularités, n'est-ce pas, de ce roman qui vous ont vraiment valu ce prix-là? Surtout que c'est ton premier livre. C'est l'originalité dans le style d'écriture. Il y a ce qu'on appelle le nouveau apporté. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le prix du livre guinéen est en sa 3e édition cette année. Évidemment. Et voilà, qui a regroupé toutes les maisons d'édition de notre pays. Et chaque maison d'édition apporte les ouvrages publiés. Par exemple, cette année, c'était de janvier 2023 jusqu'en 2024. Tout ce qui a été publié. Donc, on fait la proposition à un comité de jury composé de 15 éléments. Et donc, les gens là, ils font ce qu'on appelle le tri. Et puis finalement, 21 romans se retrouvent en demi-finale.
Les 21 romans-là, et on met ça à la disposition de ces membres de jury. Une lecture approfondie. Qui sont aussi composés des critiques littéraires. Bien sûr, ce sont des critiques littéraires, je veux parler. Okay. Et voilà, il y a une lecture approfondie de 2 mois. De 2 mois avant de donner la liste des finalistes. Finalement, 8 dans ces 21, là, 8 se retrouvent en finale. Et puis, voilà, il y a le vote du grand public en ligne via la bibliothèque YouScribe. Et voilà, c'est comme ça c'est fait. Mais tout ce que les spécialistes ont dit, ils ont beaucoup apprécié. Ce n'est pas pour me targuer, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Ils m'ont révélé des choses que moi, l'écrivain, je ne pensais pas. Voilà. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Et moi, je pense que... Oui, c'est ça. Alors, moi, je pense que, Ismaël, il y a un aspect aussi qu'il faut évoquer. Et aujourd'hui, on parle le premier prix, ton premier livre. Moi, c'est beaucoup félicitations. Il y a une chose qu'il faut féliciter. Il y a l'édition L'Harmattan qu'il faut féliciter parce que ça aussi, c'est donné quelque chose. Et aujourd'hui, regarde, le résultat commence à tomber. Les jeunes Guinéens, nulle part, ils sont en Guinée. Ils sont en train de rédiger et voilà ce qui se passe. C'est déjà une bonne chose. Moi, je pense que vous allez certainement faire une émission avec Kadia Toukaba dans l'émission Belles Lettres par rapport à ça. Mais ils ont dit la couverture, effectivement, évoque, n'est-ce pas, le titre. Et vous avez utilisé 2 couleurs, la couleur dorée et la couleur rouge qui symbolise le sang. Pourquoi? Parce que, vous savez, le titre parle. Et comme on aime le dire, les littéraires, je le dis sous son contrôle, que le titre est le résumé résumatif, n'est-ce pas, du contenu du livre. On dit le titre est évocateur. C'est la vérité. Ici, la couleur rouge signifie le sang, c'est la vérité. D'accord. Est-ce que c'est le sang des immigrés qui sont... Bien sûr, lors de la traversée, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a la faim, il y a les prises d'otages, il y a les tueries, il y a les ventes des êtres humains. Tout cela se pratique aujourd'hui dans ces pays arabes-là. Voire même les trafics d'organes. Exactement. Et donc, le sang est là. Donc, il y a la mort, véritablement. Donc, ce n'est pas pour rien que le concepteur Et on termine par un point d'exclamation. Oui. Pour évoquer le danger. Pour évoquer le danger. Dire attention. Oui. Et surtout, signifier aux uns et aux autres que l'on peut être heureux chez soi. C'est la vérité parce que si vous... Donnez aujourd'hui la liste des hommes les plus fortunés de notre pays. Aucun d'entre eux n'est parti chercher sa fortune ailleurs. Jamais. C'est la vérité, tout est là. C'est à partir des petites entreprises. Et puis voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent là où ils sont. Ils ont commencé, c'est vrai. Alors, maintenant, et je me rappelle le premier job de KPC à l'université. Il est parti le désherbage de campus universitaire. C'était son premier marché à l'université de Conakry ici. Dans le roman, vous parlez des solutions. Entre autres, quelles sont les propositions de solutions que vous avez eues à faire? C'est ce qui doit amener effectivement au lecteur d'acheter ce livre. Effectivement, s'il est là, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. J'avais posé la question pourquoi les lecteurs doivent se procurer de ce document. C'est ça véritablement. Il y a un appel pressant, pas seulement aux lecteurs, mais aux dirigeants et de notre pays. Parce que aujourd'hui, cette question est générationnelle. Ça nous concerne. Et pour que cela cesse, l'immigration cesse en Guinée, il faut essayer de faire une large vulgarisation de ce roman à travers le pays. Je le dis en toute connaissance de cause. Parce que partout où les luttes syndicales et politiques ont échoué dans l'éradication des maux dont souffrent les sociétés, la littérature est intervenue pour satisfaire efficacement les peuples. Évidemment. C'est le cas, par exemple, de les années 30, avec la rencontre entre Senghor et Aimé Césaire, qui a donné ce grand mouvement à Paris dans les années 30 pour la réhabilitation de notre culture, de notre civilisation. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale, c'est une fierté pour le monde entier, c'est une fierté pour la culture noire. Aujourd'hui, il y a combien de langues qu'on parle dans la... on va lui donner le temps parce qu'il ne nous reste plus assez pour qu'il puisse, comme c'est le sujet... C'est pour nous renchérir, s'il te plaît. Exactement. Je vous dis, la publication de l'œuvre de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné en 1829, c'est ce qui a débarrassé le peuple français de l'inhumaine condition de mort appelée la guillotine. C'est la vérité. Alors si aujourd'hui, on a assez fait, c'est le lieu d'ailleurs de dire un grand merci à Dr Maurice Sanda Kouyaté qui s'est fortement impliqué dans la lutte contre l'immigration clandestine à travers le retour, bien entendu, de nos compatriotes. C'est une vision du président de la République, ça. Mais je me suis toujours dit qu'il faut passer par l'éducation pour sensibiliser, changer un peu les mentalités, comme ce que l'autre avait dit, un bain idéologique. Parce que si ce roman aujourd'hui est en voie d'être inséré dans le programme de l'éducation nationale, par l'INRAP bien sûr, donc si le roman est enseigné dans le programme de l'éducation nationale, il y a une large campagne de vulgarisation à travers tout le pays,
pratiquement, on saura faire quelque chose face à ce grand fléau. Et donc, c'est le lieu d'appeler nos dirigeants. 20 000 exemplaires de ce roman ne seraient pas petits comme cadeau de fin d'année pour la jeunesse guinéenne. C'est la vérité. Et comment se procurer? Il y a Mbaye qui m'a offert un livre. Voilà. Merci aussi à Mbaye. Il m'a offert tout de suite un exemplaire. Voilà. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Camara, comment peut-on se procurer, n'est-ce pas, de ce roman? Ça se trouve actuellement à la bibliothèque ici chez Armatan Guinée. C'est juste à 190 000. Voilà. Ah oui, c'est raisonnable. C'est vraiment raisonnable. C'est raisonnable parce que... Alors, ce prix, certes, il y en a qui vont regarder le montant qui est écrit dessus. Mais pour vous, qu'est-ce que cela représente? Oh, c'est en fait une satisfaction morale. Parce que c'est le fruit de plusieurs mois de nuit blanche. C'est la vérité. Avoir ce prix, c'est comme la douce cerise sur le gâteau. Et je dirais, c'est comme une sorte de tremplin pour mon avenir littéraire. Parce que tout de suite, il a évoqué, c'est ton premier et puis tu as ça. Voilà, je me suis retrouvé en finale avec les doyens Lamine Kapi Camara, qui a écrit plus de 10 romans. Et j'ai eu la chance de remporter. Voilà. D'une certaine façon, je me dis que voilà, c'est... et puis tout. Voilà. Est-ce que à l'annonce, n'est-ce pas, du prix, vous avez été surpris? Pas totalement. Pas totalement parce que tout est question de mental, psychologique. La première fois, c'est... Parce que quand on prend quand même, quand on analyse un peu la gabarit ou la plume, n'est-ce pas, des différents candidats, vous l'avez d'évoquer le doyen Lamine Kapi Camara. Est-ce que quelque part... J'ai été en finale avec lui. C'est une question de mental, je le dis. C'est psychologique. Pour la première fois où j'ai pris ma petite plume là pour écrire, je me disais que je vais remporter un prix avec ce roman. C'était ça le secret. Je suis resté dans cette logique, concentré. Et voilà, j'ai essayé de donner quelque chose de meilleur. Parce qu'on ne crie pas pour écrire. On n'est pas à l'art de Parnasse. Écrire pour écrire, on écrit pour servir à quelque chose, pour informer, éduquer, sensibiliser. Et je crois que ce roman mérite d'être enseigné dans toutes les écoles de la sous-région pour mieux pouvoir déconseiller les jeunes face à ce fléau. La Guinée n'est pas le seul pays aujourd'hui. Le Sénégal est le pays le plus impacté aujourd'hui négativement sur ce plan. Par le fléau de sur ce plan-là. C'est la vérité parce que chaque année, ce qui se passe même au Sénégal, ce n'est pas comme en Guinée. Et donc, c'est pourquoi, voilà, on doit beaucoup parler sur, vraiment de ce roman. On va vous inviter dans un autre numéro. Vous avez mis combien de temps pour rédiger ce roman? Ça n'a pas été facile. Je ne peux pas dire exactement 1 an, 2 ans. Pourquoi? Parce que de la conception à la réalisation, tout était difficile. Je vous dis, ce roman, je l'ai écrit, je n'avais pas d'ordinateur, c'est la vérité. Du début jusqu'à la fin, c'est avec un stylo j'ai écrit. Du début jusqu'à la fin. Oh là là. Du début jusqu'à la fin. Bon, la pauvreté est là, mais la détermination était claire. Et qu'est-ce que je faisais? Quand j'écris jusqu'à un certain niveau, je cherche l'ordinateur dans le quartier que je veux prêter. Et l'ordinateur c'est pas un outil aujourd'hui chez nous. Hein. Voilà, jusqu'à présent, c'est un luxe. Donc, l'avoir, c'est pas facile. Donc, c'est comme ça. Voilà. Je dirais grand merci d'être passé dans cette émission avec ce prix, notre invité. Et le prix du livre guinéen revient à notre compatriote M. Camara Abou Dani. Pourquoi Dani, pour terminer? Ah là, je préfère laisser cela pour un autre numéro de l'émission. Juste, monsieur Ismaël, je veux profiter de votre antenne pour lancer un appel solennel aux plus jeunes de la République. Je veux parler du président Mamadi Doumbouya. Ah bon, il est plus jeune? Oui, c'est le plus jeune de la République. Moi, je suis plus âgé que lui? Ah oui, il est le plus jeune de la République, c'est la vérité. D'accord. J'ai un message à véhiculer à travers ce roman. Mais il me faut une quantité suffisante pour parcourir tout le pays. Alors, puisqu'aujourd'hui, sa venue à la tête de ce pays est considérée comme une lueur d'espoir. Et donc, l'espoir est permis. Et de voir, même si c'est 20 000 exemplaires à travers le pays, comme cadeau de fin d'année. Passez le numéro. J'ai le 620, 88, 19, 85. Ok. 666, 71, 06, 82. Monsieur Leno, rapidement, le message pour le 14. Il ne nous reste plus qu'à vous inviter, l'équipe du plateau du Zénith Koloman. D'accord. Et surtout dire aux amis et à tout le monde de nous rejoindre pour célébrer l'amitié, de nous rejoindre à 15h ce samedi
sur l'espace de la Blue Zone de Sophonia. Nous serons là, disponibles pour les accueillir. Moi, je vais tout simplement vous dire, vous êtes les ministres, vous êtes les présidents, vous êtes tout. Si vous vous réunissez, c'est le pays qui gagne. Ils sont en train déjà. Merci beaucoup. Merci à Bakar Junior. Merci Ismaël. Mesdames et messieurs, c'était donc l'essentiel de ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma, qui a donc tantôt été humanitaire, mais également littéraire, mais pourquoi pas promotionnel, voilà, et sportif, hein, je peux dire comme ça aussi. Donc il y a eu un cocktail de sujets que nous avons débattu pour vous, tous là pour vous servir. Tout le plaisir a été pour nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mais déjà, Kadeka Camara va donc tenir la suite de la semaine. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la RTG. Et merci à toute l'équipe technique et celle qui est d'ailleurs à la centrale, caméra centrale, Yelira. Merci donc de la fidélité.